Donc la valeur de 500 est proposée. Je peux maintenant aller calculer, une fois que tout ceci a été connu, la surface d'échange. Rien ne m'empêche maintenant d'aller vers la quatrième étape qui est détermination de la, pardon, pas encore, de la surface d'échange. Auparavant, il me manque aussi, pour pouvoir déterminer la surface d'échange à travers la deuxième expression du flux, à savoir FUS delta TML, il me faut avoir le F1, le coefficient de correction de la delta TML. Alors, si la delta TML est bien connue, évidemment les quatre températures sont connues, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir F puisque le nombre de passes n'a pas encore été décidé. Donc je vais considérer en première approximation un nombre de passes côté tube égal à 2 et un nombre de passes côté calandre égal à 1, comme ceci. À 1, le nombre égal à 1 côté calandre et 2 côté tube. Donc considérons cet exemple. Je peux à présent déterminer le coefficient de correction F12. F12, puisque j'ai une passe côté calandre et deux passes côté tube. On commence toujours par la calandre, côté calandre. Bien, ceci peut se faire soit au moyen d'ABAC, soit au moyen d'une formule, d'une relation qu'on va voir, d'une équation. Donc, mais pour cela, déterminons la dette ATML. Pour déterminer la dette ATML, il faut se placer dans le cas d'un échangeur à double tube évoluant à contre-courant, comme ceci. Donc, considérons un échangeur à double tube, dont les circulations se font à contre-courant. Donc, j'ai le benzène au milieu, au centre, dans le tube, au niveau de, à l'intérieur du tube central, et l'eau qui circule dans l'espace annulaire, comme ceci. Pour déterminer la dette ATML, je trace, comme on a fait en cours, d'abord la longueur de l'échangeur L, la voici. OK. Et maintenant, je vais tracer en pointillé ces deux droites en vert. Et je peux obtenir la delta T0, rouge moins bleu, T2E moins T1S, et la delta TL, T2S moins T1E, comme ceci. Bien. Je fais mes calculs de delta TML. Je trouve une delta TML égale à 34,35 degrés Celsius. Voici ma delta TML. Tout le problème à présent, c'est de déterminer F, le facteur de correction. Le facteur de correction de cette delta TML, F12, pour retrouver la delta TML corrigée. Bien, pour déterminer F12, comme on l'a dit, il y a la méthode graphique. Pour cela, je dois déterminer deux paramètres, deux coefficients, R et E. E est très souvent noté S ou P, cœur le note S. C'est en même temps, une question m'a été posée sur le net, un coefficient qui désigne l'efficacité d'un échangeur. En effet, je l'ai déjà signalé, si la température de sortie du fluide froid devenait égale à la température d'entrée du fluide chaud, vous avez une efficacité de 100%. Bien, mais ce n'est pas mon souci actuellement. Je veux déterminer le facteur de correction. Donc, je dois me placer au niveau des abacs qui correspondent à deux passes côté tube, une passe côté calandre. J'ai calculé R et E, c'est-à-dire S ou P parfois. Et je rappelle également, parce que je vais me baser surtout sur la relation émise par Baumann en 40, les travaux de Baumann sont relatifs justement au coefficient de correction. Ils ont proposé ce coefficient F pour une passe côté calandre, deux passes côté tube, mais également pour deux passes côté calandre, quatre passes côté tube. Et enfin, ils proposent une équation générale pour n passes côté tube et pour une n passes côté calandre, deux n passes côté tube. Donc, mettons plutôt les abacs donnés par Kern pour le cas d'une passe côté calandre, comme ceci. Donc je suis à une passe côté calandre, d'une calandre type E, et j'ai les paramètres ou bien les coefficients R et S, c'est-à-dire E, R et E, comme ceci. Ils sont connus, 6,51 et 0,12. Donc c'est le cas d'une seule passe côté calandre. Je viens ici pour
R égale à 6,51. Donc j'ai ici 4, 6, 8. Ça doit se situer ici, entre 6 et 8. Vous comprenez que c'est très délicat, par le biais de la méthode graphique, de trouver la valeur exacte de f, puisque déjà je commence à tâtonner pour trouver le 6,50. Puis je calcule, ou bien je vais voir, essayer de retrouver le 1,012. Ici j'ai le 1,010. Je remonte juste un tout petit peu de 2 graduations. J'ai mon 0,12. Je trouve approximativement une valeur qui est autour de 0,92,5, 0,925. Voici, par la méthode graphique, la valeur du coefficient de correction de la delta TML, F12. Si nous nous basons maintenant sur l'équation générale donnée par Kern, ou bien non, directement, il a donné aussi pour une passe côté calandre, 2 passes côté tube, là voici la relation. Je répète, Kern dans son ouvrage désigne E par S. Donc chez Kern, vous ne trouverez pas ça, vous trouverez le de E, S. Et quand je fais mes calculs, eh bien je retrouve une valeur presque égale à celle retrouvée graphiquement. Elle se situe autour de 0,91. 91. Donc c'est la valeur que je vais adopter et je vérifie par là même que le test 0 est vérifié, à savoir f est supérieur à 0,75. F est supérieur à 0,75. Comme on l'avait dit déjà précédemment dans la séance d'avant, c'est la séance de cours, si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu augmenter le nombre de passes côté calandre et passer de 1C égale à 2 et 1T égale à 4. Comme ce n'est pas le cas, je reste sur une passe côté calandre, 2 passes côté tube. 2 passes côté tube. Continuons. À présent, j'ai tous les ingrédients pour pouvoir aller calculer ma surface totale d'échange, puisque j'ai la delta TML, le coefficient de correction. J'ai également estimé une valeur de U0 qui est égale à 500 watts par mètre carré degré Celsius ou bien Kelvin. Je peux déterminer cette surface qui va être égale à ceci. Donc je remets l'expression de la surface par le biais de la deuxième expression du fluide chaleur. On l'appelle également l'expression du dimensionnement puisqu'elle comporte en son sein la surface grand S. Elle est égale donc au flux, le fluide chaleur, rapporté à F, U, delta TML, comme ceci. Donc le flux, sa valeur est connue. N'oubliez pas que c'est en kilowatts à convertir en watts. Une fois que j'ai fait tous mes calculs, je retrouve une valeur de 41,76 mètres carrés. Voici la surface de votre échangeur à tube et calandre. Donc, de ce pas, je vais aller aborder la 6e étape qui est relative à l'échangeur, ses dimensions, l'alignement, le type d'échangeur et où circulent les tubes côté tube, où circulent les fluides côté tube ou côté calandre. Alors je commence cette 6e étape comme ceci. D'abord le choix du matériau avec lequel sera constitué mon tube ou bien mes tubes seront constitués mes tubes. Je vais opter pour un acier au carbone, comme ceci, puisqu'il n'y a pas de précision par rapport à la corrosion ou autre. Donc je reste sur l'acier au carbone. Et maintenant, je vais aller m'occuper, une fois que j'ai décidé du matériau avec lequel étaient faits les tubes, et la calandre évidemment, parce que c'est le même matériau, je vais opter pour le diamètre extérieur des tubes. Comme nous l'avons dit, nous avons 2 choix de possibles en fonction du degré de salissure des fluides. Nous avons d'abord 19,05, 3/4 de inch et 25,40, 1 inch. Nous optons pour 19,40. Nous avons dit que nous devions travailler à moins qu'il y ait des recommandations quant au degré de salissure du fluide qui va circuler côté tube. Il faut travailler avec les petits tubes pour avoir des faibles diamètres de calandre
afin d'éviter des coûts exorbitants. Donc, nous avons décidé de travailler pour le cas de cet exemple avec un diamètre extérieur de tube égal à 19,05 et nous décidons également, là maintenant, du code BWG. Je vous l'avais dit, généralement, le code le plus souvent utilisé, c'est 16. Autrement, il faut travailler au milieu, entre 14 et 15. N'oubliez pas qu'en augmentant la BWG, vous diminuez l'épaisseur. Et cette épaisseur est importante car elle nous offre des tolérances vis-à-vis de la corrosion et une certaine résistance vis-à-vis également des pressions des fluides qui circulent à l'intérieur des tubes. Donc j'ai opté pour le cas de cette application pour une BWG égale à 16, soit une épaisseur de tube de 1,651 mm, en d'autres termes, un diamètre intérieur D1 égal à 15,75 mm. Une fois que j'ai fait ça, voilà, les dimensions des tubes, aussi bien diamètre intérieur qu'extérieur, ont été déterminées. Je peux à présent aller déterminer la longueur des tubes. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. D'abord, il faut situer, vous savez, les tubes, leurs longueurs sont normalisées. Vous avez des tubes de 6, 8, 12, 16, 20 et 24 feet. Vous avez les conversions ici, je vous avais dit comment retrouver rapidement dans le SI, c'est-à-dire en mètre 2, le double 44, 3, le double 66, 4, le double 88. C'est comme ça que je fais pour retrouver rapidement. Il s'agissait toujours de se placer au milieu. Au milieu. Par exemple, je vais choisir, j'aurais dû choisir en première approximation 3,66. Mais comme il a été recommandé de prendre des tubes longs pour pouvoir diminuer le diamètre de la calandre, je vais opter plutôt pour 4,88. Et vous allez voir que c'est un choix qui n'est pas bon, mais je vais faire comme si je ne le savais pas, puisque je vous l'ai dit, les petits tubes, pardon, c'est ici. Pardon. Donc je l'ai dit, ici, il fallait choisir les tubes longs, c'est là, les tubes longs, afin de compenser les diamètres faibles des tubes, puisque j'ai choisi un diamètre petit de tube. J'ai choisi 19,05 mm. Bien, donc je vais choisir, au lieu de 3,66, je vais choisir 4,88, ce choix. Donc j'opte pour un diamètre de tube, une longueur de tube égale à 4,88, c'est-à-dire 16 feet. Je vais déterminer de ce pas maintenant la longueur effective, vous le savez, la longueur effective et la longueur diminuée des portions recouvertes par les plaques tubulaires. Alors pour les plaques tubulaires, rappelez-vous, cette épaisseur, elle dépendait du diamètre extérieur du tube. Si vous étiez en dessous de 3/4 de inch, eh bien c'était toujours une épaisseur de 3/4 de inch, à savoir 19,05 comme ceci, c'est dit là. Pardon. Si vous étiez inférieur à 1 inch, pardon, l'épaisseur était égale à 1 inch, c'est-à-dire 25-40 mm. Autrement, si vous vous situez au-dessus, si vous avez choisi un diamètre D2 égal à supérieur à 25, vous devez prendre exactement comme épaisseur de la plaque tubulaire, vous devez prendre cette D2, l'épaisseur du tube. Dans mon cas, c'est un cas sympathique puisque j'ai pris 19,05. Par conséquent, l'épaisseur de la plaque tubulaire, elle est égale à 25,40. Je dois donc retrancher à 4,88 deux fois l'épaisseur 25,40. Certains diront, est-ce que pour le tube en U, je retrancherai deux fois ou une fois? Eh bien, même pour le tube en U, puisque le tube va et revient, il est vrai, dans la même plaque tubulaire, mais il revient exactement dans la même plaque tubulaire. Donc, je retranche deux fois également. Donc, voilà, retranchant deux fois 25,40, ça me donne ça. Je trouve une longueur effective égale à 4,88. Voici donc, par conséquent, ma longueur effective que je dois utiliser quand j'en ai besoin. Sinon, c'est la longueur L. Vous allez voir dans quel cas je travaille avec L et L effective. Donc, déterminons la longueur, le nombre de tubes qui se base, lui, sur
la longueur effective, évidemment. Pourquoi? Parce que le transfert thermique se fait uniquement sur les surfaces en contact avec les fluides en écoulement. Je suis en train de parler côté calandre. Côté calandre, le fluide en écoulement n'échange pas de chaleur avec tout ce qui est recouvert par la plaque tubulaire. Par conséquent, je dois travailler avec L effective. Donc, quand je fais ce calcul-là, je trouve un nombre de tubes total égal à 144. Je dois arrondir cette valeur au supérieur pair, par conséquent, 146. J'ai 146 tubes, à savoir 73 tubes par passe. Donc voici le nombre de tubes que comporte mon échangeur selon mes données. Je continue. Alors maintenant, je passe aux 3 derniers points, c'est-à-dire l'alignement, le type d'échangeur et l'affectation des fluides côté tube et côté calandre. Je me rends compte qu'en fait, ces 3 points sont présentés dans le désordre. En fait, en toute logique, il faut commencer par affecter les fluides côté tube et côté calandre pour pouvoir ensuite décider du type d'échangeur et de l'alignement. Je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas décider de l'alignement de prime abord avant de connaître le type d'échangeur, ni avant de connaître quel fluide circule dans quel circuit. Donc je commence par l'affectation, ensuite le type d'échangeur, ensuite l'alignement, comme ceci. Et on l'avait dit, lors de ce dimensionnement, nous allons nous baser principalement sur la réduction des coûts à travers euh, 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 le minimum d'encrassement possible dans les échangeurs. Donc il me faut connaître les coefficients, bien les facteurs d'encrassement. Je ne peux pas. Donc je dois, pour pouvoir affecter les fluides côté tube et côté calandre, savoir est-ce qu'il y a un fluide encrassant ou les deux fluides sont-ils propres. Nous avons, rappelez-vous, posé le critère qui me permettait de me délimiter le fluide propre du fluide encrassant, du fluide sale. Bien, voici donc les tableaux. Par exemple, je vous présente ici le tableau du Ludwig qui est là. Et je veux juste attirer votre attention, oui, voilà. Pour Ludwig, pour la température de l'eau issue d'une tour de refroidissement, il préconise, on dirait qu'il préconise 125 degrés Fahrenheit et non pas 120 comme cœur. C'est juste parce que pour les vitesses ID comme cœur inférieures à 3 et supérieures à 3, il donne les facteurs d'encrassement. Donc ça ne m'intéresse pas tellement puisque les valeurs sont dans le système anglo-saxon. Je préférerais aller vers un ouvrage qui me donne ces valeurs dans le système SI. Et je vais me placer donc au niveau de l'ouvrage du C-Note, c'est-à-dire le Coulson et Richardson. Voici donc les facteurs d'encrassement dans le système SI, mètre carré Kelvin par watt. Et j'identifie l'eau provenant d'une tour de refroidissement. Voici son facteur d'encrassement. Il varie entre 3, 10-4 et cette valeur, c'est-à-dire 17, 10-5, 4, 5, oui, c'est cela. Tandis que pour le benzène, je vais me placer dans les liquides organiques qui sont là. Et donc la valeur, elle est égale à 2-10-4. Je vous rappelle également que nous avions, lors des précédentes séances, décidé qu'on disait qu'un fluide était propre si le facteur d'encrassement était inférieur ou égal à 2-10-4. Inférieur ou égal à 2-10-4. Et si je dépassais 3,4, à peu près 3,5, 3,4 10 puissance moins 4, on disait que le fluide était encrassant. Entre les deux, on trouvait cette dénomination, un fluide propre encrassant. Donc pour mon cas, nous voyons que si nous faisons la moyenne arithmétique de ces deux valeurs, nous sommes à peu près à 2,35, 10-4. Donc nous dépassons le 2, 10-4. Donc c'est un fluide encrassant. Ou bien on dira un fluide propre
propre encrassant, tandis que le benzène est un fluide propre, puisque c'est inférieur ou égal. Hein, j'ai oublié de mettre ici ou égal. Donc, logiquement, je vais affecter le fluide qui offre les meilleures performances, on va dire, d'un point de vue encrassement, c'est-à-dire le moins encrassant, je vais l'affecter côté calandre, tandis que vous l'avez compris, pourquoi toutes les précautions étaient prises pour l'eau, ça semblait être paradoxal. Nous devions faire s'écouler l'eau à des vitesses relativement élevées, entre 1,5 et 3. On ne comprenait pas trop comment se fait-il qu'il y allait avoir des dépôts, pourtant c'est de l'eau, l'eau est claire, elle n'est pas encrassante. Nous avions aussi pris la précaution d'évacuer cette eau de refroidissement, surtout si elle devait revenir au niveau d'une tour de refroidissement, on devait l'évacuer à des températures inférieures à 49 degrés, voire 40 dans certains ouvrages. Nous comprenons un peu mieux, en voyant le degré d'encrassement de l'eau, qu'il fallait prendre ces précautions. Donc voilà, affectons l'eau côté tube pour pouvoir nettoyer facilement et le benzène côté calandre, comme ceci. Bien, vous l'avez compris, je vais aller, puisque le fluide côté calandre est propre et le fluide côté tube est sale, je vais choisir un échangeur de type plaque tubulaire fixe. Plaque tubulaire fixe dans lequel je ne peux nettoyer que l'intérieur des tubes, mais pas l'extérieur, puisque les plaques tubulaires sont soudées à la calandre. Mais pourquoi je vais vers cet échangeur et pas un autre? Pourquoi pas la tête flottante? Pourquoi pas le tube en U? On vous l'avait déjà expliqué, c'est par rapport à des considérations économiques, c'est par rapport au coût de l'échangeur. Alors, continuons. Puisque nous avons opté pour l'échangeur à plaque tubulaire fixe, je vais aller tout doucement. Donc j'ai un T égale à 2, oui, ça c'est bon. Nous avons affecté le fluide côté tube, au côté tube l'eau et au côté calandre, c'est-à-dire le fluide propre, le benzène. Bien, comme je l'ai dit, alors, puisque vous le voyez aussi bien que moi, les températures ne dépassent pas 90 degrés, aussi bien celle du fluide chaud que celle du fluide froid, nous ne dépassons pas 90 degrés, et qu'il y a au moins un fluide qui est propre, que je pourrais faire circuler côté calandre, mon choix va aller directement vers un échangeur, comme j'ai dit, à plaque tubulaire fixe. À plaque tubulaire fixe. Donc je ne dépasse pas les 90 degrés, et un des fluides est propre, donc je peux affecter le fluide sale côté tube, le seul côté que je puisse nettoyer mécaniquement. Je vais opter pour l'échangeur à plaque tubulaire fixe. Pourquoi? Ben, nous l'avons dit. D'abord, est-ce qu'on n'aurait pas pu opter, par exemple, pour l'échangeur à tube et calandre? En fait, si. Un des fluides est propre. Un des fluides est propre. Je pourrais donc considérer, puisqu'il y a ici propre côté calandre, il y a ici, propre côté tube, puisqu'un des fluides est propre, côté calandre aussi. Donc le choix est double. Côté calandre, j'ai un fluide propre. Côté tube, je pourrais mettre le fluide encrassant. Ici, ce n'est pas le cas, mais il y a ce cas où pour l'échangeur à tube en U, je mettrai le fluide encrassant, bien que, nous l'avons déjà dit pour le tube en U, dans les régions où le tube est centré, c'est très difficile de nettoyer au niveau de ces régions-là, puisqu'il y a cette courbure qui interdit le passage de brosse, bien que des efforts ont été faits pour munir des tiges avec des brosses flexibles pour pouvoir, des tiges flexibles pour pouvoir justement arriver à ces endroits inaccessibles autrement. Eh bien, nous avons dit que c'était par rapport au coût. Rappelons quelque chose, s'il vous plaît. Nous avons dit, en fait, tout début, que quand je choisissais par rapport aux plaques tubulaires et aux tubes en U, l'échangeur à plaque tubulaire coûtait un tout petit peu plus cher que le tube en U. Mais faites attention, je ne l'ai peut-être pas dit, il est plus cher lorsque le joint d'expansion y est inclus.
c'est-à-dire votre échangeur est muni d'un soufflet de dilatation, la fameuse partie en accordéon. Autrement, si votre échangeur à plaque tubulaire n'est pas muni d'un joint d'expansion, n'est pas muni de ce fameux soufflet de dilatation, la partie en accordéon, eh bien, l'échangeur à plaque tubulaire coûtait moins cher que l'échangeur à tube en U, quand il n'y avait pas ça. Par conséquent, nous l'avons compris, nous allons opter pour des considérations économiques, nous allons opter pour l'échangeur à plaque tubulaire fixe et non pas le tube en U, à plaque tubulaire fixe. Voilà. Maintenant, évidemment, l'alignement. Comme je suis dans un échangeur à plaque tubulaire fixe, l'extérieur des tubes n'est jamais nettoyé. Par conséquent, je vais prendre la disposition qui offre, premièrement, un nombre maximal de tubes, près de 10 à 15% de tubes en plus. Deuxièmement, la disposition qui me procure le plus de transfert thermique. Nous l'avons dit, la disposition triangulaire à 30 degrés, c'était celle qui offrait les meilleures performances thermiques. En revanche, d'un point de vue perte de charge, elle offrait les plus grosses pertes de charge. Ça, nous le verrons dans la deuxième partie de cette séance. Donc voilà, l'étape 6 est finie. Nous avons décidé d'adopter un échangeur à plaque tubulaire fixe. L'alignement est triangulaire à 30 degrés, mais ce n'est pas très important de le signaler, parce qu'on va le voir, 30 et 60 procurent un diamètre équivalent identique. Que doit-on dire de plus? Oui, vérifions d'abord maintenant, une fois que tout ceci a été fait, nous savons qui circule dans quel tube. Nous allons devoir vérifier. D'abord, le test 0 a été vérifié puisque nous sommes en 0,91. Maintenant, le test numéro 1, comme suggéré par Kern, vous devez observer ou bien vérifier que la vitesse à l'intérieur des tubes, c'est-à-dire la vitesse de l'eau, doit dépasser non pas 1, mais 1,5 mètres par seconde et se situer en dessous de 2,50 mètres par seconde. Donc voici le test numéro 1 qui arrive. Il est relatif à l'eau de refroidissement, c'est-à-dire celle qui circule côté tube, 1 V1, et nous devons la calculer par le biais du débit massique et connaissant, rappelez-vous, petit nt sur grand nt, puisque la vitesse est W multiplié par petit n sur grand n divisé par, rappelez-vous, la surface d'échange qui est la section droite d'un tube, pi d 1 carré sur 4. Alors je m'explique, voici la formule du débit massique, ρ v, c'est-à-dire la vitesse débitante fois la surface offerte par passe, qui est égale à la section droite d'un tube, pi d 1 carré sur 4 multiplié par petit nt sur grand nt, comme ceci. Et vous l'avez compris, voici la vitesse quand je l'extrais, W divisé par ρ fois cette surface que je viens de vous présenter. Une fois que je fais tous mes calculs, à ma grande surprise, en fait, ce n'est pas tellement une grande surprise parce que je le savais, la vitesse ne dépasse pas 1,5 mètres par seconde. Par conséquent, ce choix n'est pas judicieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout ce que j'ai fait va être remis en cause, pas totalement, mais je vais devoir augmenter le nombre de passes côté tube. Pas celui de la côté calandre, mais celui côté tube. Donc tout ceci est mauvais, mais c'est bien d'être tombé sur ce souci. Nous allons donc passer à un nombre de tubes, le nombre de passes côté tube égal à 4, comme ceci. Donc le nombre de passes côté tube, je vais le changer et je vais considérer 4. Quelles vont être les répercussions? On va commencer par les voir. D'abord, est-ce que F12, maintenant ça sera F4, F14 va changer? Eh bien non. Nous avons de la chance, F14 ne change pas. Je vais vous présenter ça. Mais qu'est-ce qui va changer? Le nombre total de tubes, évidemment. Le nombre total de tubes va changer. Et on va voir également les changements s'opérer. Mais commençons par étapes. Donc voilà, j'ai décidé de considérer un nombre de passes côté tube égal à 4. Première question, est-ce que le coefficient de correction, c'est-à-dire F1,4, reste le même? Eh bien oui. On va le voir dans l'ouvrage Kern, il dit, parce que Baumann, dans ses travaux en 40,
il donne pour une passe côté tube, 2 passes côté calandre, pardon, pour une passe côté calandre, 2 passes côté tube, pour 2 passes côté calandre, 4 passes côté tube, et pour n passes côté calandre, 2 n passes côté tube. Mais il ne dit rien sur une passe côté calandre et 4 passes côté tube. En fait, Kern en parle. Dans son ouvrage, Kern va en parler. Il dit, rappelez-vous, hein, S, c'est E. Hein, il dit, en fait, quand vous avez un échangeur doté de une passe côté calandre et soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, vous pouvez toujours travailler avec l'équation que nous connaissons. Cette équation, c'est-à-dire celle que je vais présenter ici. Donc voilà, par conséquent, nous l'avons compris, F1,2 est exactement égal à F1,4 et tant mieux. Donc le test numéro 1 n'est pas remis en cause. Donc nous ne devons pas reprendre le test numéro 1, il est respecté. Donc continuons, puisque le test numéro 0 a été vérifié, puisqu'il n'a pas changé, puisque F conserve sa valeur. Il est toujours égal, F1,4 est toujours égal à 0,91. Allons vérifier le test numéro 1, mais préalablement déterminant le nombre de tubes. Le nombre de tubes, nous l'avons déjà fait. Ça sera la chose suivante. Alors, je m'explique. Pourquoi le nombre de tubes va-t-il changer? Eh bien, parce que quelqu'un pourrait dire, bon, qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse venir changer? En fait, 146 n'est pas divisible, n'est plus divisible par 4. S'il était divisible par 2, et que nous avions 73 tubes par passe, ça ne marche plus pour 4 passes. C'est un nombre décimal. Par conséquent, je dois arrondir au pair, c'est vrai, mais avec un nombre divisible par 4. Je vais monter à 148. 148 tubes, comme ceci. Par conséquent, j'ai 37 tubes par passe à présent. 37 tubes par passe. Par passe côté tube, c'est-à-dire 4. Donc, et je trouve une valeur de la vitesse débitante côté tube de 2,34. Tant mieux. Par conséquent, c'est vérifié. Je suis dans cette gamme de variation de la vitesse débitante 1, celle de l'eau. Par conséquent, je vais continuer. J'observe également que le nombre de Reynolds me place dans le cas d'un régime turbulent, très bien. Donc mes deux contraintes sont levées, à savoir la vitesse qui se situe entre 1,5 et 2,5, c'est respecté. Mais en plus de ça, j'ai respecté un régime d'écoulement turbulent. Donc je vais passer de ce pas. Le test 1 a été vérifié. Je passe à l'étape numéro 7. L'étape numéro 6 est achevée. Nous passons à l'étape numéro 7, c'est-à-dire le diamètre de la calandre et les chicanes, la géométrie des